Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier les membres du jury pour leur présence, pour l'intérêt qu'ils portent à mes travaux, ainsi que pour tout le travail considérable que cela leur demande. J'aimerais également remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui dans cette salle et virtuellement. Ma thèse porte sur la classification de tableaux de données avec application d'analyse sensorielle. Cependant, j'aimerais préciser que la classification de tableaux est un problème très important qui va dans un contexte plus général que l'analyse sensorielle. Donc, je vais commencer par vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit cette thèse. L'analyse sensorielle est l'analyse des produits par les organes des sens. Et son importance dans le développement des produits n'est plus à démontrer. Et elle s'articule autour de différentes épreuves. Alors, pour la caractérisation des produits, pendant des années, l'analyse sensorielle s'est presque résumée aux épreuves de profil qui peuvent être décomposées en deux sous-épreuves. L'épreuve de profil conventionnel, où les descripteurs sont imposés aux juges pour caractériser les produits, ainsi que l'épreuve de profil libre, où les juges choisissent eux-mêmes leurs descripteurs. Cependant, ces épreuves sont à la fois coûteuses en temps et en argent, puisqu'elles nécessitent un entraînement des juges au préalable de l'épreuve. C'est pourquoi les utilisateurs se tournent de plus en plus vers des épreuves dites rapides, qui vont directement impliquer les consommateurs. Parmi ces épreuves dites rapides, nous avons le projective mapping, appelé aussi le napping, qui consiste à demander au sujet de placer les produits sur une feuille de papier, avec l'idée que les produits placés proches sont considérés comme similaires, alors que les produits éloignés vont être considérés comme différents. Les données récupérées se présentent sous forme d'un tableau par sujet, avec les coordonnées sur la feuille de papier, en abscisse et en ordonnée. Nous avons donc autant de tableaux de données que nous avons de sujets. Pour l'épreuve de tri libre, vous avez un ensemble de produits et vous demandez au consommateur de faire des groupes avec ces produits. Alors, en tout état de cause, les données récupérées se présentent sous forme d'une variable qualitative par sujet, qui peut être codée en un tableau disjonctif complet. Donc, par exemple, ce sont des chocolats ici. Le sujet a mis dans son groupe 1 les chocolats CDM, Milka et Galaxy. Une épreuve très en vogue actuellement est l'épreuve Checkers that Apply, dite CATA. Nous le voyons bien chez XLStat avec tous les retours que nous avons par rapport à cette épreuve. Elle consiste à demander au sujet tout simplement de cocher les attributs qui vont s'appliquer à chacun des produits. Et les données sont présentées sous forme d'un tableau par sujet, avec un 1 si le sujet a coché l'attribut pour le produit considéré, et un 0 sinon. Et ces données ont la particularité que les tableaux de données soient non seulement apparentés en ligne avec les produits, mais également en colonne avec les attributs qui sont les mêmes d'un sujet à l'autre. Finalement, avec toutes ces épreuves, nous obtenons des données de tableaux multiples, avec un tableau de données par sujet, sur les mêmes lignes qui sont les produits, mais les colonnes peuvent être différentes d'un tableau à l'autre, excepté pour le cas des données kata, où les colonnes sont identiques d'un tableau à l'autre. Un des objectifs de ces épreuves d'analyse sensorielle est de déterminer les proximités et les différences perçues entre les produits. Ceci se fait grâce à des méthodes d'analyse exploratoire de données multi-tableaux. Alors, ce type de problématique a suscité beaucoup d'intérêt ces 30 dernières années. Cependant, dans le cadre de l'analyse sensorielle, 3 méthodes sont principalement utilisées. Il s'agit de l'analyse procrustéenne généralisée, de Statis et de l'analyse factorielle multiple. Alors, l'analyse procrustéenne généralisée, pendant des années, a été utilisée. Bon, elle l'est encore, évidemment, autour des données de profil.
Et par la suite, la méthode Statis, qui a été développée à l'Université de Montpellier, a été introduite dans l'analyse sensorielle par Pascal Schlich. Et avec l'avènement des données de projective mapping, l'analyse factorielle multiple est arrivée dans le domaine. Un problème qui est survenu avec cette arrivée des épreuves dites rapides est la différence de perception des produits entre les sujets. Par conséquent, le problème de classification des sujets autour de ces différences de perception se pose. Et la classification du sujet revient à une classification de tableaux de données. Et cette problématique n'a été que très peu abordée dans la littérature, alors qu'un réel besoin existe. Étant donné que la méthode de classification de tableaux que je vous présenterai après repose sur la méthode Statis, je vais commencer par vous exposer la méthode Statis. Donc je rappelle que les tableaux de données en entrée peuvent avoir ou pas le même nombre de colonnes. Et la méthode Statis, de manière astucieuse, travaille sur les matrices de produits scalaires qui ont les mêmes dimensions et qui permettent de s'affranchir du problème de rotation qu'il y a notamment dans l'analyse procrustéenne généralisée. Par la suite, le calcul de la matrice des coefficients RV est réalisé. Le coefficient RV étant un coefficient de similarité entre deux tableaux qui est utilisé de manière très intensive, même en dehors de l'analyse sensorielle. De cette matrice, nous pouvons extraire le premier vecteur propre afin de calculer un compromis qui va sous-pondérer les juges en désaccord avec le panel et donner du poids aux juges qui seront en accord avec le panel. Enfin, une décomposition spectrale qui consiste à décomposer W en C transposé permet, grâce à ce C, de représenter graphiquement les produits. En termes de propriétés, la méthode Statis revient à la minimisation de la somme des distances entre les matrices de produits scalaires et le compromis. Et une manière équivalente de conceptualiser le problème est de chercher à maximiser la somme des similarités représentées par le RV au carré entre les matrices de produits scalaires et le compromis. Et un indice très important est l'homogénéité du panel, qui va être donné par la première valeur propre de la matrice RV, divisée par le nombre de sujets. Et plus cette homogénéité se rapproche de 1, plus le panel sera en accord. Par exemple, voyons des données de projective mapping. Donc je rappelle, nous avons 8 smoothies qui sont placés sur une feuille de papier par 24 sujets et nous récupérons les coordonnées. Nous avons donc 24 tableaux de données avec les 8 smoothies en ligne et en colonne de chaque tableau, les coordonnées en abscisse et en ordonnée. Et la méthode Statis permet une représentation graphique des produits. Et l'homogénéité du panel est ici égale à 42,4%. Alors c'est un indice qui peut paraître faible, mais par expérience, qui est finalement courant avec ce type d'épreuve. Mais le problème de la classification se pose. Peut-être qu'il y a des sous-groupes de sujets et que cette homogénéité peut être améliorée. Alors à titre de curiosité, nous avons comparé les 3 méthodes d'analyse de données multi-tableaux les plus utilisées en analyse sensorielle en représentant l'inertie cumulée des tableaux de données originaux expliqués par les composantes de chacun de ces tableaux. Alors, dans un premier temps, nous voyons que les 3 méthodes donnent des résultats très similaires. Et étant donné que les tableaux ont tous 2 colonnes, le compromis de l'analyse procrustéenne généralisée n'aura également que 2 dimensions. Et par la suite, les méthodes Statis et d'analyse factorielle multiple ont des résultats très similaires, avec peut-être une légère meilleure performance de la méthode Statis.
Je vais vous présenter la méthode Clostatis pour la classification de tableaux, qui est vraiment la méthode qui est centrale à cette thèse. Donc Clostatis consiste à construire des classes de tableaux où chaque tableau est le plus proche d'un compromis de sa classe. Ce qui veut dire qu'en plus de faire des classes de tableaux, à l'intérieur de chaque classe, nous calculons un compromis au sein de l'algorithme, avec l'idée que les tableaux soient les plus proches possibles de ces compromis. Alors, d'un point de vue de critères, Clostatis revient à minimiser la somme des distances entre chaque matrice de produit scalaire et le compromis de sa classe, ce qui reflète l'inertie intraclasse. Et de manière équivalente, Clostatis cherche à minimiser la somme des similarités entre chaque matrice de produit scalaire et le compromis de sa classe, ce qui reflète la variation interclasse. Et dans le cadre d'une seule classe, nous retrouvons les critères de Statis, puisque Clostatis tourne en fait autour de Statis. Et tout ceci n'est pas sans rappeler la méthode CLV de classification de variables, qui classe les variables autour de variables latentes. En fait, Clostatis fait une classification de tableaux autour de tableaux latents. Alors, pour minimiser l'algorithme de Clostatis, nous avons proposé deux algorithmes. Le premier est un algorithme hiérarchique, où à l'étape initiale, chaque tableau forme une classe, puis chaque étape intermédiaire consiste à minimiser le plus possible le critère de Clostatis en agrégeant deux des classes existantes. Et à la fin, tous les tableaux sont dans la même classe. Mais l'avantage d'un algorithme hiérarchique est qu'il peut être représenté graphiquement par un dendrogramme qui permet bien souvent de déterminer le nombre de classes. Un autre algorithme de Clostatis est l'algorithme de partitionnement, qui nécessite une partition initiale et a fortiori un nombre de classes donné. À chaque itération sont alternées deux étapes. La première est le calcul du compromis de chacune des classes par Statis. Et la seconde, l'affectation des tableaux en fonction du maximum de similarité entre les tableaux et les différentes classes. Et nous itérons jusqu'à stabilisation de l'algorithme. Alors, en termes d'utilisation de ces deux algorithmes, nous avons vu que l'algorithme hiérarchique pouvait être utilisé seul en coupant le dendrogramme. L'algorithme de partitionnement peut également être utilisé seul, mais nous conseillons dans ce cas-là une stratégie de type multi-start, qui va consister à prendre un grand nombre de partitions aléatoires initiales et à retenir la partition finale qui minimisera le plus le critère de Clostatis, puisque nous avons un critère. Mais ce que nous conseillons le plus, c'est la consolidation, qui va consister à utiliser l'algorithme hiérarchique et à consolider par l'algorithme de partitionnement. Le seul cas où nous ne conseillons pas la consolidation serait à cause d'un problème d'un temps de calcul qui survient avec des données en grande dimension, ce qui est très rare dans l'analyse sensorielle, mais qui peut arriver. Nous avons vu le cas chez XLStat avec un client qui avait plus de 3200 sujets pour une épreuve de trait libre. Afin d'évaluer la qualité de la partition, nous avons, comme pour Statis, l'homogénéité de chaque classe qui peut être regardée, qui va être définie par la première valeur propre de la matrice Hervé, divisée par le nombre de sujets dans cette classe. Nous avons également l'homogénéité globale, qui va être donnée par une moyenne pondérée des homogénéités de chaque classe. Un indice très important, et dont nous reparlerons après, est la position des tableaux au sein de leur classe, qui va être donnée grâce au RV entre chaque tableau et le compromis. Et enfin, nous avons la proximité entre les classes. Revenons à notre exemple sur le projective mapping sur les smoothies. L'algorithme hiérarchique suggère de couper en 3 classes
puisque nous avons une large augmentation du critère lorsque nous passons de 4 classes à 3 classes. Et la consolidation par l'algorithme de partitionnement implique qu'un sujet change de classe. Ici, vous avez représenté le RV entre les sujets et le compromis de leur classe. Donc, nous pouvons voir dans la classe 2 que toutes les valeurs sont plutôt hautes et que les sujets sont bien représentés par le compromis de leur classe. Ce qui n'est pas le cas dans la classe 1 avec un sujet et 2 sujets dans la classe 3. Pourtant, ces sujets ont été mis par l'algorithme dans la classe qui leur ressemble le plus. En fait, ces sujets ne sont bien représentés par aucune des classes. Et c'est ce qu'on appelle des sujets atypiques. Et pour contrer ce problème, nous avons proposé une extension de la méthode Classtatis en mettant à l'écart les tableaux atypiques avec le concept de la classe K+1. Alors, dans le cadre de l'analyse sensorielle, la classe K+1, elle va être destinée à qui? Aux sujets qui ne sont pas concernés par l'étude. Malheureusement, il arrive que des sujets ne jouent pas le jeu. Aux sujets qui n'ont pas compris l'épreuve. Peut-être que l'épreuve est un peu difficile. Peut-être qu'un attribut a été incompris. Peut-être qu'il y a une erreur dans le protocole expérimental. Ou enfin, aux sujets qui sont atypiques ou qui se situent entre plusieurs classes. Cela va être le cas de sujets qui ont une perception des produits totalement différente du reste du panel. Alors, le concept de la classe K+1 a été introduit par Dave en 1991, qui faisait de la classification d'individus avec des distances. Et nous avons adapté ce concept au cas de la classification de tableaux. Son principe est simple. Il s'agit de déterminer un seuil minimal de similarité en dessous duquel l'accord entre un tableau et le compromis de sa classe est considéré comme trop faible. Par exemple, si nous fixons ce seuil à 0,5 et que le RV entre un sujet et le compromis de sa classe est inférieur à 0,5, alors ce sujet va être considéré comme atypique et placé dans la classe K+1. Et pour finir, le critère de Classtatis reflète exactement cette idée. Alors, évidemment, cet algorithme repose sur un seuil et le choix de ce seuil va être déterminant et va complètement conditionner les résultats de cet algorithme. Et à ce propos, comme je vous l'ai dit, Dave a proposé le concept de la classe K+1 avec la classification d'individus sur des distances. Et il a proposé de prendre la moyenne des distances entre chaque individu et le centre de gravité des différentes classes, qui était multiplié par un hyperparamètre. Cependant, il n'a donné que très peu d'indications sur cet hyperparamètre. Donc il a en quelque sorte déplacé le problème. Le concept de la classe K+1 a été également utilisé dans le cadre de la classification de variables avec la méthode CLV. Et dans ce cas, il a été laissé le choix aux praticiens en représentant graphiquement l'évolution du nombre de variables écartées en fonction du seuil minimal de similarité. Notre contribution a été de proposer le calcul automatique d'un seuil minimal de similarité qui va s'adapter aux données. L'idée repose sur un compromis entre l'accord des tableaux avec leur classe et l'accord des tableaux avec la classe la plus proche. Et ce seuil va permettre de délimiter des frontières autour des compromis, en dehors desquels les sujets seront considérés comme atypiques. Pour revenir à nos données smoothie, encore une fois, nous pouvons nous souvenir que l'homogénéité du panel était égale à 42,4%. Et que la classification des sujets a permis une nette
augmentation de cette homogénéité, puisque nous sommes passés à 58,9%. Et lorsque nous ajoutons de surcroît une classe K plus 1, 3 sujets ont été écartés de l'analyse. Et il s'agit en fait exactement des 3 sujets que nous avions détectés visuellement comme atypiques tout à l'heure. Et l'homogénéité de chacune des classes est donc augmentée, et l'homogénéité globale également. Clostatis, comme je vous l'ai dit, au sein de son algorithme, calcule des compromis des classes en plus des différentes classes de sujets. Et ces compromis permettent une représentation graphique des produits. Alors, par exemple, nous voyons dans la classe 1 que le smoothie, Carrefour SB était placé avec les smoothies Innocent PBC et Casino PBC. Dans la classe 2, il a été placé avec le smoothie Carrefour MP. Et dans la classe 3, avec aucun de ces 3 smoothies. Et ceci est une des différences de perception des produits entre les classes de sujets. Et ces représentations graphiques permettent de mettre le doigt sur ces différences de perception qui sont si importantes. Pour les épreuves dites rapides, il y a les données de tri libre. Donc je rappelle, les données de tri libre consistent à demander au sujet de faire des groupes avec les produits. Et donc nous obtenons une variable qualitative par sujet qui peut être transformée en un tableau disjonctif complet. Et nous préconisons 2 standardisations des tableaux de données. La première est la standardisation de la taille des groupes, qui va être réalisée en divisant chaque groupe par la racine carrée de sa proportion de produits. C'est une standardisation qui est usuelle, notamment dans le cadre de l'analyse des correspondances multiples. Mais dans le cadre des données de tri libre, c'est une standardisation très importante, puisque les sujets ne mettent pas le même nombre de produits dans les différents groupes. L'autre standardisation est en fait intrinsèque aux méthodes Statis et Clostatis, puisqu'elle consiste à diviser chaque matrice des produits scalaires par sa norme. Mais ce qui, dans le cadre des données de tri libre, revient à une standardisation du nombre de groupes. Ce qui est également une standardisation importante, puisque les sujets ne font pas le même nombre de groupes avec les produits. Alors, une fois ces standardisations effectuées, ces pré-traitements réalisés, il suffit d'appliquer la méthode Statis pour avoir une représentation graphique des produits. Et il est à noter que les résultats se recoupent dans une large mesure avec ceux de l'analyse des correspondances multiples, qui est une des méthodes les plus utilisées avec ce type de données. Et grâce à ces pré-traitements, nous pouvons directement appliquer aussi la méthode Clostatis, qui va faire une classification des sujets dans le cadre de données de tri libre. D'autres données qui proviennent des méthodes dites rapides sont les données Check-All-That-Apply. Donc je rappelle qu'ils ont pour spécificité que les tableaux de données sont apparentés non seulement en ligne avec les produits, mais également en colonne avec les attributs. Et pour tenir compte de ce format de données qui est si particulier, un nouveau problème de minimisation se pose, qui va consister à minimiser la somme des distances entre chaque tableau de données lui-même, et non plus les matrices de produits scalaires, et un compromis. Et dans la résolution de ce problème de minimisation, un indice de similarité intervient. Alors cet indice S ne sera pas sans vous rappeler le RV, excepté qu'il travaille avec les tableaux de données directement, et non les matrices de produits scalaires. Et dans le cas de données kata, cela revient au nombre de cochages communs entre les sujets, divisé par la racine du nombre de cochages de chacun des sujets. Et cet indice, finalement, dans la littérature,
il est connu sous le nom de l'indice d'Okai. Et une fois cet indice défini, nous pouvons redéfinir le problème de minimisation de façon équivalente en un problème de maximisation, en sommant les similarités définies par l'indice d'Okai au carré entre les tableaux de données directement, et non encore une fois la matrice de produits scalaires, et le compromis. Et pour résoudre ce problème de maximisation, nous avons proposé la méthode Katatis. Donc, il travaille sur les tableaux de données que nous standardisons. La matrice des coefficients de similarité d'Okai est calculée afin d'en extraire le premier vecteur propre et de calculer le tableau compromis qui, comme pour Statis, va sous-pondérer les sujets qui seront atypiques et vont donner du poids aux sujets qui seront en accord avec le panel. Enfin, une analyse des correspondances sur le compromis permet une représentation graphique des produits. Et dans notre cas des fraises, nous pouvons par exemple voir que l'axe 1 est un axe à la fois de texture et de goût, alors que l'axe 2 est un axe de taille de fraise avec une opposition entre les grandes fraises et les petites fraises. Et ces résultats se recoupent là aussi avec la méthode usuelle de traitement de ces données kata, qui est de faire l'analyse factorielle des correspondances sur le tableau de contingence qui va être donné par les données kata. Et pour faire une classification des sujets, avec ces données kata, nous avons proposé la méthode CLUS-Kata, dont les critères sont des extensions de Katatis au cas de la classification, qui vont refléter respectivement l'analyse intraclasse et interclasse. Dans le cadre d'une seule classe, nous retrouvons les critères de Katatis, puisque CLUS-Kata tourne autour de Katatis. CLUS-Kata possède un algorithme hiérarchique et de partitionnement qui vont être semblables à CLUS-Statis et qui vont permettre une consolidation, la possibilité de mettre les sujets atypiques avec la classe K plus 1 et des indices de qualité de la classification. Le choix du nombre de classes est un choix qui est très important dans toute classification. Et pour aider l'utilisateur à résoudre ce problème, nous avons proposé différentes stratégies. La première question que nous nous posons, c'est finalement, est-ce qu'une classification est nécessaire? Et donc pour cela, nous avons proposé un test de permutation pour déterminer s'il y a une classe ou plus d'une classe. Avec l'idée que le fait qu'il n'y ait qu'une seule classe soit reflété par le fait que les tableaux se conforment à leur compromis et de manière équivalente au fait que les accords entre les tableaux soient grands. Ce test peut être utilisé au sein d'une stratégie séquentielle qui va consister à tester un nombre de classes données et dans le cas du rejet de ce nombre de classes, à augmenter le nombre de classes de 1 jusqu'à ce que l'hypothèse nulle ne soit pas rejetée. De plus, nous avons proposé d'adapter des indices existants, bien connus dans la classification des individus, qui sont Kalinski, Arabaz et Artigan. Si nous avons pu les adapter, c'est parce que ces indices travaillent sur la variation intraclasse et interclasse. Et nous avons réussi à identifier ces deux quantités avec les méthodes CLUS-Statis et CLUS-Kata. Alors, au cours de cette thèse, nous avons eu recours à des simulations de données sensorielles, à la fois pour comparer les différentes méthodes du choix du nombre de classes, mais à la fois pour valider les méthodes CLUS-Statis et CLUS-Kata. Alors, dans le cadre de données de projective mapping, nous nous sommes appuyés sur des travaux très récents de Berget, Varela et Naes, en proposant de prendre un sujet support pour une classe
et en perturbant ces coordonnées par une loi normale, ce qui va être sans entrée. Et plus la variance de la loi normale sera forte, plus l'inertie intraclasse sera forte. Et plus le RV entre les sujets qui sont centraux des classes sera élevé, plus ils seront proches, plus l'inertie interclasse sera faible. Alors, pour les données de tri libre, à notre connaissance, personne n'a simulé ce type d'épreuve. Nous avons proposé de prendre un sujet support, puis, pour une simulation donnée, de tirer avec la probabilité P pour un produit, de rester dans le même groupe que le sujet support. Alors, nous donnons la possibilité au sujet simulé d'avoir jusqu'à 2 groupes de plus que le sujet support, mais il peut également en avoir moins, puisque certains groupes de produits peuvent se retrouver vidés, en fait, de leurs produits. Et en termes de contrôle des simulations, plus cette probabilité avec le sujet support est grande, plus la variation intraclasse sera faible. Et comme tout à l'heure, le RV entre les sujets centraux des classes interviendra pour contrôler la variance interclasse. Pour les données kata, là aussi, à notre connaissance, personne n'a simulé ce type d'épreuve. Et nous avons proposé de tirer avec une probabilité P le fait pour une valeur du tableau, donc un produit et un attribut considéré, d'être la même que celle d'un sujet support. Et donc, la probabilité d'être différente, puisque les tableaux sont binaires, sera de 1 moins P. Et le contrôle des simulations est très semblable aux données de tri libre. Un sujet très important durant cette thèse et qui a demandé beaucoup de temps de travail est celui de l'implémentation informatique. Elle a tourné autour de 2 logiciels. Le premier est le logiciel R, avec la création du package ClussBlock, qui va recenser quasiment l'ensemble des méthodes de cette thèse. R est un logiciel qui nécessite quand même une certaine familiarité avec la programmation. Il faut être capable de taper ce genre de ligne de code pour s'en servir. Le package a été mis à jour régulièrement au fur et à mesure des avancées de la thèse, et en termes de chiffres, il est téléchargé plus de 500 fois par mois. On vient de passer les 10 000 téléchargements hier. L'autre logiciel qui a été sujet à des implémentations est bien sûr le logiciel XLStat, dans le cadre du contrat CIFRE de cette thèse. 5 méthodes en rapport, bien sûr, avec cette thèse, ont été implémentées. Et le logiciel XLStat a l'avantage d'être très simple d'utilisation, accessible aux utilisateurs novices et surtout très interactif. Mais bien sûr, qui dit logiciel simple d'utilisation, dit plus de travail pour le développeur. Et pour vous donner une idée, pour coder une fonction dans XLStat, c'est environ 2 mois de travail. Et en termes de chiffres, la fonction catatis a été utilisée par les utilisateurs d'XLStat environ 5000 fois en 9 mois. Pour conclure, lorsque nous avons des données de tableaux multiples, nous pouvons faire une analyse exploratoire de type statis. Et dans le cas où la classification de tableaux est nécessaire, nous avons proposé la méthode ClussStatis avec la possibilité de mettre de côté des tableaux atypiques avec l'extension la classe K+1. Nous avons largement abordé le thème du choix du nombre de classes. Et au sein même de ClussStatis, les compromis sont calculés pour permettre une analyse exploratoire de chaque classe. Lorsque nous avons les données sensorielles, si le panel est en accord, nous pouvons utiliser une méthode d'analyse exploratoire. Alors, suivant les épreuves, pour le profil Projective Mapping et Tri libre, nous pouvons utiliser la méthode Statis.
Et pour les données kata, nous avons proposé la méthode Katatis. Si le panel est en désaccord, nous avons proposé deux méthodes de classification des sujets en fonction de l'épreuve, qui vont être Clostatis et Closkata. Ces deux méthodes possèdent la possibilité de mettre de côté les sujets atypiques avec la casca plus 1, guide l'utilisateur dans son choix du nombre de classes, et enfin, l'analyse exploratoire de chacune des classes permet de mettre en lumière les différences de perception des produits entre les sujets des différentes classes. En termes de perspective, il arrive souvent qu'en plus d'une épreuve sensorielle, les utilisateurs soient intéressés par demander au sujet s'ils aiment ou non les produits, ce qui donne des données hédoniques dites de liking. Et notamment dans le cas des données kata, il serait très intéressant de pouvoir faire une classification des sujets en tenant compte non seulement des données kata, mais également des données de liking. Pouvoir tenir des deux types de données en même temps, tenir compte des deux types de données en même temps. Alors, cette problématique, nous avons déjà commencé des travaux dessus et ça a même donné lieu à une communication orale en collaboration avec Evelyne, Véronique, mais aussi un Danois et une Norvégienne, la semaine dernière à Sensometrix, mais nécessiterait encore d'être approfondi. Et dans le cadre de cette thèse, nous avons eu besoin de simulation de données sensorielles, donc pour le choix du nombre de classes et pour valider les méthodes Clostatis et Closkata. Mais dans un premier temps, pour nous, ces simulations n'étaient qu'un outil. Et nous nous sommes rendus compte, par la suite, que ces simulations étaient elles-mêmes quelque chose de très intéressant, notamment dans le cadre de la simulation de données de tri libre ou kata. Et elles mériteraient, elles aussi, d'être encore approfondies. En dehors du cadre de l'année sensorielle, la problématique de classification de variables quantitatives peut être vue de la manière suivante. Chaque variable est un tableau de données à une colonne. Par conséquent, utiliser la méthode Clostatis permet directement de faire une classification de variables quantitatives. De plus, les données de trait libre, nous pouvons remarquer que ce ne sont rien d'autre que des données de variables qualitatives, où chaque groupe de produits est une modalité. Donc en utilisant la même stratégie que nous avons présentée, nous pouvons faire une classification de variables qualitatives. Et un mélange des deux méthodes ci-dessus permet une classification de variables mixtes. Alors, les premiers résultats sont très prometteurs, mais nécessitent des comparaisons avec des méthodes déjà existantes. Et à ce propos, nous avons commencé des travaux avec une chercheuse qui est localisée au Canada. Durant cette thèse, nous avons publié 4 articles dans le journal officiel des sensométriciens, qui est Food Quality and Preference, et un article dans un journal de statistiques qui est IJASA. Le dernier article étant pour le moment accepté, mais pas encore mis en ligne. Alors, le premier article a été la proposition de Clostatis, ainsi que des standardisations pour utiliser les données de tri libre. Le second a été les propositions de Katatis et Closkata. Le troisième article a eu comme sujet l'extension de Clostatis au cas des sujets atypiques. Le quatrième, l'extension de Closkata aux sujets atypiques, mais également des tests de consistance des sujets, dont je n'ai pas eu le temps de vous parler aujourd'hui. Et le dernier a un côté plus mathématique, avec des démonstrations de Clostatis. Ces travaux ont également donné lieu à 10 communications orales, dont la majorité ont eu lieu à l'international.
Et voici certaines des références majeures sur lesquelles je me suis appuyé durant cette thèse. Merci de votre attention.